De retour avec nous pour ce post-ESMO vu par les expertes de l'IGR, de Gustave Roussy. Et donc, on va parler des tumeurs gynécologiques avec Patricia Potier et Alexandra Leary. Alex, tu nous parles d'abord des tumeurs du col essentiellement ? Absolument. Donc, vraiment des bonnes nouvelles pour le cancer du col. C'est vraiment une grande année et ça, j'espère, ça va altérer la prise en charge de nos patientes avec un cancer du col métastatique. Je vais vous présenter deux études, Empower et Keynote. Alors, déjà, il faut savoir que dans le cancer du col, pour aujourd'hui, on n'a aucune immunothérapie disponible en Europe. On a effectivement le Pembro approuvé par le FDA aux États-Unis pour des tumeurs du col en rechute post-platine qui sont PDL1+, selon le score CPS. Mais en Europe, on n'a rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on espère avoir bientôt grâce aux résultats qu'on a eus cette année? Empower Cervical, qui était un essai qui évaluait une immunothérapie. Ici, c'était le sémiplimab en monothérapie, comparé à une chimiothérapie au choix de l'investigateur chez des patientes avec un cancer du col rechutant après une première ligne par platine. D'accord? Et ceci, c'était peu importe leur statut PDL1. La chimiothérapie était une monochimiothérapie au choix de l'investigateur ou le sémiplimab, seul une fois toutes les 3 semaines. L'objectif principal était la survie globale. Quels sont les résultats de cette étude? Eh bien, elle est positive. Là, je vous montre les résultats de la survie globale avec un très net bénéfice en survie globale, avec l'immunothérapie seule, sans chimiothérapie, par rapport à une chimiothérapie qu'on considérait standard chez des patientes qui rechutent après une première ligne à base de platine. Même si ce n'était pas un objectif principal, ils ont regardé le taux de réponse également. On a le taux de réponse qu'on avait déjà vu dans des essais de phase 2, donc à peu près 15% avec l'immunothérapie, mais on ne fait que 6% avec la chimiothérapie. Donc là, pour moi, c'est des résultats vraiment qui devraient altérer les pratiques avec une immunothérapie qui améliore la survie globale. Donc on espère que ceci sera soumis aux approbations européennes et pourront donner une nouvelle option pour nos patientes qui progressent après un sel de platine. Donc tout ça, c'est bien. Est-ce que ce sera, peu importe le statut PDL1, nous le verrons. Mais ça, c'est post-platine. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser l'immunothérapie plus tôt? Et ça, c'était la question qu'a posée l'étude Keynote, qu'il a appris des patientes avec un cancer du col qui était métastatique ou en rechute, non éligible à un traitement local radical, qui n'avaient jamais eu de chimiothérapie. Dans le cadre de métastatique, elles avaient pu avoir un peu de chimio avec la radiothérapie. Et là, la randomisation était ce qu'on appelait le traitement standard, c'est-à-dire chimio par carbo ou cisplatine, plus paclitaxel, bevacizumab si l'investigateur le voulait et le pouvait, et c'était associé soit au placebo, soit à l'immunothérapie, si c'était le pembrolizumab. D'accord ? Et là, à nouveau, l'étude est positive. Elle est positive sur la survie sans progression et elle est positive sur la survie globale. Et là, on est en première ligne. Donc, à nouveau, des résultats extrêmement encourageants. Quand ils ont essayé de comprendre qui étaient peut-être les sous-groupes qui bénéficiaient le plus de ce traitement, c'est difficile à voir ici, donc je vais vous résumer ce qui est important. Donc, le sous-groupe en entier, peu importe le stade du PDL1, toute l'étude est positive. On a quand même une impression que plus les tumeurs exprimées PDL1, plus le bénéfice de rajouter le Pembro était important. On avait un bénéfice même qu'elles aient avec le bevacizumab ou sans bevacizumab. Il y avait un bénéfice dans les deux sous-groupes. Donc à nouveau, une étude extrêmement positive. On espère que ça va également altérer les pratiques. On a 2 études, phase 3, survie globale. Ici, c'est en première ligne. Avec ou sans Beva, ce qui est vraiment très pragmatique, puisque pas tous les pays en Europe ont le bevacizumab. Et ça, c'était ce que je voulais vous dire sur le cancer du col cette année. Merci beaucoup. Quand tu dis altérer, c'est améliorer. Hein. Bien d'accord. Tiens, garde ton micro. Je vais peut-être te poser tout de suite une question. Le suivi dans ces 2 études a l'air d'être de l'ordre de 1 an et demi. Sais-tu s'il y a déjà des patientes qui sont en rémission complète à relativement long terme, à 2 ans, 3 ans? Alors, les données dans le sémiplimab, il faudrait que j'aille regarder. Nous n'avons pas participé à cette étude, mais on a participé à d'autres études. Et on a des patientes qui sont à 2 ans, 3 ans, chez qui même on arrête l'immunothérapie et qui restent en réponse. Donc oui, on a clairement disons une sous-population qui a vraiment un gros bénéfice. En termes d'accès, est-ce que tu penses que raisonnablement, l'un ou l'autre de ces produits aura une approbation réglementaire dans un délai court ?
Alors, on espère que la première étude, le CEMI, ça fait déjà un moment qu'elle a été présentée, qu'ils vont demander l'accès en Europe bientôt. Le PEMBRO, je ne sais pas, parce que ça vient vraiment tout juste de sortir. Mais l'étude CEMI n'est pas encore publiée. Je pense que c'est important qu'il la publie. Et on espère début 2022 qu'on pourrait l'avoir. Tu sais si ça pourrait être dans le cadre d'un accès précoce remplaçant les anciennes ATU? Potentiellement, oui. Et là, la France, paradoxalement, est un peu en avance par rapport à d'autres pays d'Europe. Il est possible qu'on l'ait peut-être en premier grâce justement à ce système d'accès. Super, excellent. Patricia, on continue avec le cancer de l'ovaire? Alors, le cancer de l'ovaire, c'était moins de nouveautés. On continue quand même sur les inhibiteurs de PARP qui ont quand même fait avancer clairement le pronostic de ces tumeurs. On sait en rechute platine sensible après une réponse aux platines. On sait en première ligne en maintenance avec ou sans bevacizumab, l'intérêt des PARP. Donc là, la question de cette année, c'était de savoir s'il y avait un intérêt de réutiliser un inhibiteur de PARP chez les patientes qui répondent aux platines après une ligne antérieure utilisant un PARP. Donc ça, c'était la grosse étude, l'étude Oreo, qui est une étude française du gynéco, et puis des résultats un petit peu sur des sous-groupes de Paola, et puis des associations avec les PARP, plus ou moins plutôt des anti-angiogéniques. Donc Oreo, c'est un design assez simple. Les patients devaient avoir reçu donc un inhibiteur de PARP en maintenance et être quand même sensibles à cet inhibiteur de PARP. C'est-à-dire que dans une cohorte, la première cohorte, c'était des patientes qui étaient mutées BRCA, somatique ou germinale, et qui avaient reçu soit en première ligne une maintenance d'au moins 18 mois par un PARP ou en rechute au moins 12 mois de PARP. Et puis pour la cohorte 2, chez les patientes qui n'étaient pas mutées BRCA, qui n'avaient pas de mutation BRCA ou un statut inconnu, elles devaient avoir reçu en première ligne au moins 12 mois de PARP, quel qu'il soit, ou en rechute au moins 6 mois. Et elles devaient répondre à un sel de platine. Et si elles étaient en réponse partielle ou en réponse complète à la dernière chimio à base de platine, sans bevacizumab pour cette dernière ligne, à ce moment-là, elles étaient randomisées 2-1 olaparib versus placebo, avec comme objectif principal la survie sans progression, avec pas mal également d'objectifs secondaires. Il n'y avait pas de maximum de lignes, elle pouvait avoir reçu 2-3 lignes, mais il fallait qu'elle soit sensible aux platines. Et les résultats de la cohorte 1 et 2 sont positifs. On a été assez étonnés, mais l'étude a atteint son objectif principal. Il y a un bénéfice en survie sans progression qui est significatif en faveur de l'olaparib, qu'elle soit dans la cohorte mutée BRCA ou dans la cohorte wild type, avec certaines patientes, comme on le voit toujours dans les PARP, qui sont longues répondeuses et qui ne progressent pas. Alors, il y a une analyse exploratoire pour savoir si dans la cohorte non mutée, il y a un bénéfice supérieur chez les patientes qui sont HRD déficientes, et finalement il y a un bénéfice que les patientes aient une tumeur HRD positive ou HRD négative. Finalement, la meilleure discrimination, par contre, c'est la réponse aux platines. À partir du moment où la patiente répond aux platines, il y a un bénéfice à reprendre un PARP. Donc, en conclusion, le traitement par olaparib en maintenance après une réponse aux platines chez des patients qui ont bénéficié antérieurement d'un inhibiteur de PARP, quel qu'il soit, bien sûr, qui ont quand même bénéficié assez longtemps de cet inhibiteur de PARP, augmente significativement la survie sans progression, quel que soit le statut BRCA ou même l'HRD. Avec des patientes en réponse prolongée, la toxicité, elle est tout à fait attendue, il n'y a pas de toxicité supplémentaire. Donc, PARP après PARP, oui, chez des patientes qui en ont déjà bénéficié, et en particulier probablement ces patientes qui sont en première ligne et qui ont un inhibiteur de PARP pour une durée déterminée. Il faudra se poser la question de réutiliser un PARP si elles ont utilisé le PARP assez longtemps en première ligne et qu'elles répondent au sel de platine. Donc là, c'était une sous-étude de l'étude Paola qui se posait la question de l'impact de l'âge sur le bénéfice de l'olaparib. Dans l'étude Paola, qui est une étude de maintenance en première ligne chez les patientes qui ne progressent pas après la séquence chirurgie-chimiothérapie et qui reçoivent du bevacizumab, on a montré que l'olaparib augmentait de façon significative, en particulier dans la population HRD positif, la survie sans progression. Et donc là, c'était les populations de moins de 65 ans versus la population de plus de 65 ans.
temps. Et on voit sur ces deux courbes, droite et gauche, qu'on a un bénéfice dans les deux populations, qu'on a même un bénéfice assez important chez les patients plus âgés qui ont en général des facteurs de risque un petit peu plus importants, c'est-à-dire moins de chirurgie complète, plus de stade 4, et elles ont un bénéfice qui existe dans la population HRD. Donc ça, c'est une étude de phase 3B où ils proposaient de l'olaparib chez des patientes en réponse aux platines en rechute. Et ils ont regardé par sous-groupe moléculaire en dehors des mutations de BRCA, chez les patientes qui avaient des mutations de la voie de la recombinaison homologue, s'il y avait un impact justement de ces mutations chez les patientes qui recevaient de l'olaparib. Donc sur une population d'une dizaine de pourcents de patientes qui ont des mutations autres que la mutation BRCA, il y a une meilleure survie sans progression lorsqu'elles ont une mutation dans un gène de la recombinaison homologue. Donc, par contre, il n'y a pas du tout d'impact du statut mutationnel de P53 sur la réponse aux inhibiteurs de PARP. Est-ce qu'on a d'autres tests que le test Myriad, qui est le seul actuellement reconnu, qui a été utilisé dans les 3 grands essais de phase 3 en première ligne, qui recherche la mutation de BRCA et qui également donne un score d'instabilité génomique qui avait été donc validé dans 3 essais prospectifs et validé par les sociétés savantes. Il y a d'autres tests HRD qui existent, OncoScan, CytoSNP, AmoIDX. Et donc dans cette série, ils ont regardé justement s'il y avait des coefficients de corrélation entre ces différents tests. Donc il y a des bons coefficients de corrélation entre chaque méthode et en comparaison au test Myriad. Par contre, il n'y a absolument aucune étude de corrélation avec la réponse. Donc on ne peut pas utiliser ces tests. Mais bon, on est plutôt vers peut-être la possibilité d'utilisation d'autres tests qui seront peut-être plus faciles, moins chers, etc. Bon, ça, c'est un essai qui a été présenté en oral, qui était l'utilisation en fait, des inhibiteurs de PARP chez les patients qui ont une tumeur platine résistante. Et donc, on l'utilise en traitement sans traitement par cisplate antérieure. Donc, c'est comparé à une chimiothérapie qui est le Taxol hebdomadaire. On comparait le Taxol hebdomadaire à l'olaparib seul, et puis l'olaparib seul à l'olaparib plus un anti-angiogénique qui est le cédiranib. On sait que les anti-angiogéniques augmentent l'expression des gènes de réparation de la réparation. Et donc, il y a un rationnel pour les utiliser en association avec les inhibiteurs de PARP. Donc, de toute façon, dans cette étude, tout le monde a reçu de l'olaparib parce que quand elles progressent sous Taxol, elles sont dans le bras olaparib. Ce qu'on voit, là, je n'ai montré que l'association olaparib versus olaparib cédiranib. C'est la seule où il y a une différence en faveur de l'association olaparib cédiranib. Quand on compare le Taxol à l'olaparib, on a exactement les mêmes courbes de PFS. Alors, ça peut être intéressant chez les patientes qui sont mutées BRCA si on ne veut pas leur donner un traitement IV, mais par contre, ça n'augmente pas du tout la survie sans progression. Par contre, rajouter un anti-angiogénique à l'olaparib augmente l'efficacité en termes de survie sans progression. On n'a pas les taux de réponse, donc on a d'autres études que je vais vous présenter où on a les taux de réponse, bon, avec une toxicité qui est quand même pas toujours très simple à gérer avec le cédiranib. Donc là, c'est exactement le même principe, c'est du niraparib avec de l'anotinib, et là, on a des taux de réponse qui sont intéressants, avec aux alentours de 40%, avec parfois des réponses assez prolongées, mais pareil, une toxicité qui est acceptable, mais quand même qui est parfois difficile à gérer. Et puis un essai du groupe gynéco qui est BOLT, qui est une association également sans chimio, un anti-angiogénique avec de l'olaparib, le Beva plus l'olaparib, et le durvalumab, une immunothérapie, chez les patientes qui ont également soit des maladies platine résistantes, soit des maladies platine sensibles. Et on voit que dans les platines résistantes, on a un taux de réponse aux alentours de 30%, ce qui est quand même beaucoup mieux que la chimiothérapie, avec parfois des patientes qui ont des taux de réponse prolongés, des longues répondeuses. Donc ça peut être intéressant d'avoir des associations sans platine et avec des inhibiteurs de PARP. Donc en gros, les inhibiteurs de PARP à l'ESMO, c'est essentiellement PARP après PARP, et puis et éventuellement des associations qu'on utilise maintenant en maintenance en première ligne ou en rechute. Et puis quand même INEOF, c'était juste une étude de l'Institut qu'a présentée Alexandra Amposter, mais qui est intéressante parce que c'est la preuve du concept de ce qu'elle avait déjà montré dans les essais en recherche translationnelle,
que la chimiothérapie en néoadjuvant augmente l'expression des TILS et l'expression de PDL1. Et donc, cet essai a été bâti sur ces résultats. En néoadjuvant, chez les patientes qui ont une maladie inextirpable, on fait une cure de chimiothérapie et ensuite, on ajoute à la chimiothérapie de l'immunothérapie pour augmenter le taux de réponse et rendre les maladies, les patientes opérables. Donc, c'est l'objectif principal, c'était la tolérance, mais également la chirurgie d'intervalle et les taux de réponse pathologique. Et on voit quand même qu'on a un taux de CC0 aux alentours de 60%, ce qui est quand même très intéressant, et même des réponses complètes pathologiques dans cette étude. Donc, il faudra probablement aller plus loin. Merci beaucoup Patricia. Peut-être une question et à toutes les deux concernant l'utilisation des tests actuels en France pour les inhibiteurs de PARP. Quelle est votre pratique? Qu'est-ce qui est pris en charge par l'assurance maladie? Qu'est-ce qui est accessible, l'une ou l'autre? Aujourd'hui, on est un peu dans l'attente. On a une espèce de situation temporaire où on a accès au testing de manière gratuite pour permettre l'accès aux médicaments, en attendant que les autorités examinent le dossier. Donc pour l'instant, on a un système pour le faire, ce qui est unique en Europe. La question, c'est quand est-ce que ça va se pérenniser? Ouais, en rechute, on s'en moque parce que la réponse aux platines suffit. Mais en première ligne, en association au BEV, en tout cas, la prescription d'olaparib est uniquement chez les patientes qui ont une maladie HR déficiente. Et on n'a pas d'accès, effectivement. C'est le laboratoire, pour l'instant, qui paye. Le test Myriad. On n'a que le test Myriad. Et puis peut-être une autre question à toi, Patricia, sur une thématique dont on n'a pas parlé là, mais dont on a parlé tout à l'heure et que tu connais bien, parce que c'est toi qui as présenté l'essai. Dans les sarcomes, l'essai que tu as présenté qui est positif en PFS et en OS, on n'a pas eu le temps tout à l'heure de détailler le bénéfice particulièrement pour les patientes atteintes de leiomyosarcome de l'utérus par rapport au leiomyosarcome en général. Est-ce que tu peux commenter là-dessus? Il y avait une stratification parce qu'on sait qu'on n'a pas tout à fait les mêmes réponses et surtout la même survie. Les sarcomes utérins sont de plus mauvais pronostics, sont plus agressifs. Donc dans cette étude, on a quand même montré que en sous-groupe, on avait le même bénéfice dans les léio-utérins que dans les leiomyosarcomes des tissus. Super. Merci pour toutes ces bonnes nouvelles. Bravo à toutes les deux. Vous restez avec nous et on parle du cancer du sein dans quelques minutes.